Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Nabet. Simon, salut. Salut, merci pour l'invitation. Ouais, écoute, je suis très content de t'accueillir dans le podcast. Tu vas nous expliquer ce que tu fais. Tu es le fondateur du groupe Atmada, du coup. Atmana. Super. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter dans le podcast? Ouais, avec plaisir. Nous, chez Atmada, on est en fait un écosystème. On se veut devenir un écosystème qui traite à la fois toutes les problématiques des entreprises sur leur thématique commerciale, mais aussi les thématiques et les problématiques des commerciaux en tant que travailleurs ou avec leurs problématiques de s'améliorer, quoi, tout simplement. Très bien. Et avant ça, tu as fait une autre boîte que tu as revendue. J'aimerais bien que tu expliques un peu rapidement ce que c'était et comment ça s'est passé et comment tu as fait cette transition entre ton ancienne boîte et ta boîte actuelle. Ouais, avec plaisir. Ouais, Moi, j'ai fondé en 2016 le bureau des goodies et l'entreprise ouais. Cocorico, qui étaient des entreprises de personnalisation à la fois d'objets publicitaires et de textiles promotionnels, plutôt destinés aux étudiants, donc à toutes les associations étudiantes post-bac et même lycée, collège, pour les suites de promo. Donc si vous avez fait entre 2016 et 2022 des études dans le post-bac, il y a de fortes chances que vous ayez eu entre les mains soit un gobelet, un briquet ou un sweat qu'on a fait pour votre école. Ouais, moi j'étais trop vieux, hein. Je ne l'ai pas dit. Et alors tu m'as raconté en off qu'à l'époque tu avais 70 commerciaux, Ouais, que tu faisais pas tellement de la communication, mais du coup tu as développé une expertise outbound. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné ensuite l'idée de créer une activité dans la prospection? complètement. Ouais, En fait, concrètement, on était 70 commerciaux. C'était pas 70 personnes en CDI, tu vois. C'était vraiment, tu avais du stagiaire, de l'alternant, du stagiaire même de 2 mois pendant, entre avril et septembre. On avait des séries de 15, 20 stagiaires de 2 mois qu'on payait pas. Mais à l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui en termes de prospection et d'extraction des données. ouais. Donc, tout se faisait quasiment à la main d'aller chercher le numéro. Il y avait des stagiaires un peu plus, enfin là, un peu plus longtemps, qui, elles, étaient présentes pour appeler, pour créer un rendez-vous avec le commercial qui était un peu plus senior. Et donc, c'était une vraie fourmilière où on recrutait énormément de commerciaux, où on les formait, où on était là aussi pour les motiver, parce qu'une fois qu'ils sont là, bon, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils performent, parce qu'on ne les empile pas. On empile les résultats, mais pas les commerciaux. Et donc, on est monté, 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 jusqu'à ce qu'on vende la société. Et puis, en fait, quand tu vends ta société, tu te dis c'est formidable, ça y est, j'ai réussi, je vais prendre ma retraite. Alors à 28 ans, tu te le dis 2 jours, puis après tu dis non mais c'est peut-être pas sérieux quoi. Et tu commences aussi à te faire chier. C'est-à-dire que tu passes de semaines hyper chargées, de problématiques, de récompenses attenantes, de croissance, de défis hyper challengeants, bah rien. C'est-à-dire que toi tu te dis je vais profiter avec mes amis, ma famille, qui tu veux, mais eux quand tu bosses pas, ils bossent. Donc en fait, tu passes un peu de tout à rien et la vente, pour moi, elle est hyper décevante. C'est-à-dire que tu en fais un but ultime, mais finalement, il se passe rien et il te manque quelque chose. Et donc, le manque se fait ressentir assez vite. Tu vois, pour moi, au bout de 2, 3 mois, je me dis, ouais, il faut que je retrouve un truc parce que je pense devenir fou. Ma femme me le suggère assez véhément. Et donc, je me dis, il faut que je reparte sur un projet. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout qu'est-ce que le marché a besoin en fait à ce moment-là. Et donc je me dis bah il y a quand même une vraie expertise d'avoir su recruter, former, motiver des commerciaux. Petit 1, petit 2, j'adore faire ça, c'est un truc qui m'a vraiment motivé plus que de vendre le produit en tant que tel, c'est plus l'acte de vente. Le côté stratégique, le côté ok maintenant que tu as la stratégie qui est l'humain qui va mettre en place cette stratégie, comment on va maximiser avec eux le côté maximisation des ventes. C'est ça qui m'a plu en fait pendant ces 6 ans et demi d'aventure de bureau des goodies. Bon après vendre des briquets par conteneur, c'est pas hyper excitant entre guillemets. Donc c'était vraiment cet acte-là. Et en creusant, 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 je me suis dit mais tu as énormément de turnover notamment sur un métier de SDR ou juste de prospection. Il y a de vraies lacunes parce qu'il y a plein de boîtes qui ne prospectent pas. Donc en fait, comment on peut les aider, ces entreprises-là, à mieux vendre? Et le postulat de base, c'était je vous aide à augmenter vos ventes ou à mieux vendre. Point Ok. final. Après le moyen, on en discute ensemble. Donc il y a une vraie vision stratégique. C'est pas juste OK, on appelle comme des bourrins ou on envoie 200 000 messages LinkedIn ou mails par jour. Non, on va réfléchir à qui toi tu es, qui est ta cible de client, quelles vont être les problématiques qu'ils vont recevoir et derrière, on va te mettre en place un plan stratégique. Est-ce que ça va être de la présence sur le terrain?
Est-ce que ça va être du call? Est-ce que ça va être plutôt du digital, de la présence sur LinkedIn, de l'emailing ou autre? Et donc, on réfléchit, chaque plan étant différent. C'est ça aussi l'intérêt et la richesse de notre métier finalement. Ouais. Et donc aujourd'hui, ton entreprise actuelle, tu m'as dit, c'était principalement de la prospection externalisée. Alors, ça m'intéresse que tu as déjà commencé à le faire, mais que tu expliques aux auditeurs vraiment ce que ça englobe. Et par exemple, on ne sait pas forcément que tu mets en place des stratégies pour tes clients. On pourrait penser que c'est juste un call center qui appelle, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Donc là, ça fait 1 an que tu as créé l'entreprise, c'est ça? Ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est 25 là Ok. aujourd'hui. On a commencé il y a 2 ans sur la formation et le recrutement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, qui avions, et je crois qu'on va en reparler un peu plus tard, toujours tout internalisé, il fallait internaliser en fait le recrutement des commerciaux et insister sur les investissements et l'emphase qu'on allait mettre sur ce recrutement parce qu'hyper stratégique. Et au fur et à mesure, au bout d'un an d'exploitation, pas mal de personnes qui ont prospecté nous disaient ouais mais prêtez-moi vos commerciaux 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 mois dans l'année, essayons, faisons un test. Et est venue du coup l'idée de faire de la prospection externalisée. Alors tu soulèves un truc qui est hyper important dans la philosophie que nous on a, c'est qu'on se bagarre contre les call centers. Ok. On se bagarre contre l'externalisation faite n'importe comment, alors que c'est le cœur de notre métier finalement, parce qu'on considère que ça ne marche pas de faire appeler des milliers et des milliers de personnes par des opérateurs peu ou pas formés à l'étranger ou peu importe, même en France. On considère que ne pas segmenter ces listes, ne pas comprendre le business des clients cibles, c'est un vrai problème. Et d'autre part, on considère que ça vient ternir toute la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des commerciaux sérieux, des commerciaux qui ont une vraie valeur à apporter à leurs clients ou à leurs prospects, il y en a plein en France. Il y a toute une nouvelle génération qui émerge et c'est super cool. Mais eux viennent se faire polluer en fait par, on va dire, les anciennes méthodologies, par des boîtes qui sont plus ou moins scrupuleuses, plus ou moins honnêtes et qui vont venir en fait faire en sorte que tu te fasses raccrocher au nez quand tu prospectes, quoi. Ouais. Et puis, la prospection externalisée, est-ce que tu vas nous expliquer, mais on n'en parle pas non plus beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça a forcément toujours une bonne image. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui un peu plus en détail comment ça se passe? Toi, tu accompagnes des clients et en fait, tu gères leur vente de A à Z, c'est ça? Ça dépend des clients. Ouais, ça dépend des clients. Concrètement, nous, on se veut être force de proposition, on n'impose jamais rien. C'est-à-dire qu'on est en mesure, pour certains clients, juste de faire l'avant-vente. C'est-à-dire qu'on prend Ouais. le rendez-vous selon différentes méthodes, mais on prend le rendez-vous, qu'on qualifie et qu'on pousse dans l'agenda des commerciaux de l'équipe en question pour que le client le close lui-même. Ok. On a aussi des clients. Alors, les deux clés d'entrée, c'est est-ce que c'est simple de comprendre leur business, est-ce que c'est simple de le vendre, et est-ce que le client le souhaite. On a des clients où on génère l'opportunité, mais on va aussi faire le second rendez-vous et closer pour son compte. Et là, en ce sens-là, on est vraiment une force de vente générale externalisée. Ok. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que demain, on a des clients qui vont mais dans tous les secteurs d'activité. Cybersécurité, on a un gros dératiseur de l'Île-de-France, on a des prestations de services, des boîtes de conseil, des recruteurs, des formateurs, on a des marchands de fruits et légumes de Rungis, on vient de signer un client que tu dois connaître qui s'appelle Boku, les bidets japonais. Ouais. Donc on doit s'occuper par exemple de leur commercialisation B2B. Et donc on a tout un tas de clients différents. Et donc on va mettre en place des méthodologies d'acquisition différentes. Demain, si tu veux envoyer un email à un restaurateur, super, il va partir ton mail. Mais personne ne le lira. Pareil sur la téléphonie, c'est des cibles où c'est hyper difficile. Donc tu es obligé de mettre en place une équipe qui va aller se déplacer. À l'inverse, tu veux vendre du service à des boîtes du CAC 40, tu peux faire du porte-à-porte toute la journée, je ne suis pas sûr que ça fonctionne hyper bien. Donc, on est en train là de réfléchir à construire des vrais plans adaptés, personnalisés pour prospecter. C'est-à-dire que, OK, toi en tant que client, ton but, il est d'augmenter tes ventes, de trouver des prospects, de trouver des opportunités ou des rendez-vous. Nous, avant de faire, on va réfléchir à comment et pourquoi on va procéder de cette manière-là. Et en fait, c'est ça la différence avec un call center, par exemple, ou avec une boîte qui va automatiser bêtement l'envoi de 200 000 emails sur le mois, parce que tu vas ternir l'image de la boîte, tu vas pas forcément avoir de résultats et y mettre un coût qui est considérable. Nous, c'est tout l'inverse. Ok. Bon, écoute, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le thème du jour, hein, c'est
la prospection et tu veux nous expliquer notamment comment prospecter sans avoir l'air d'un commercial. Et on voit bien ce que tu veux dire par là. Donc déjà, pourquoi tu voulais aborder la prospection sous cet angle-là? Nous, tu sais, on est vraiment porté sur deux valeurs clés, on va dire, chez Atmada. Il y en a plus, mais si je devais t'en donner deux, Ouais. c'est petit 1, la performance, parce que personne ne travaille avec personne parce qu'il est sympa, ou c'est très rare. Il faut me les présenter, ceux-là, parce qu'on est sympa. Et la deuxième valeur, du coup, c'est presque ça, c'est d'être sympa. C'est-à-dire que de prendre les sujets avec légèreté, avec décontraction. Tu vois, nous, on publie très souvent sur les réseaux sociaux, entre autres, euh, sur le commercial en tant que tel, en tant que profession, les clichés, les difficultés, quelques coups de gueule de temps en temps, sur la profession, sur le respect qu'on peut recevoir de la part des clients. Et donc, c'est une des clés, c'est de pas forcément trop se prendre au sérieux. Et donc, on s'est rendu compte assez facilement et assez concrètement que les gens n'aiment pas les commerciaux. D'une, ils les aiment pas, et de deux, ils en ont peur. Ils en ont peur, pas parce qu'ils sont, mais parce que eux imaginent du commercial. On n'a jamais vu un commercial qui pointe le canon d'un fusil sur un client pour le faire signer. Ça n'existe pas, c'est que dans la tête du client. Donc, c'est le premier constat, c'est on n'aime pas les commerciaux. Le deuxième constat, c'est on ne travaille pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Pire, on n'écoute pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Et par assimilation, si toi tu ressembles à quelqu'un que j'aime pas, je vais pas t'aimer. Donc par assimilation, si tu ressembles au commercial qui m'a appelé il y a 2 heures, je vais pas t'écouter, je vais te raccrocher au nez, quand bien même tu aurais eu un super produit ou une super solution à me présenter, duquel je meurs de besoin en ce moment et que j'aurais acheté sur le coup presque. Donc c'est la vraie doctrine, c'est de dire, ok, on est des commerciaux, mais l'objectif est de ne pas passer pour un commercial. Ouais. Et donc, tu as parlé de performance. Aujourd'hui, dans ton équipe, comment tu manages en fait, cette performance? Comment ça se passe? J'imagine vous avez mis en place des indicateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses de ta boîte? Ouais, bah avec plaisir. Nous, de base, comme je te le disais tout à l'heure, on est des recruteurs. Donc, le premier accent qui est mis, c'est sur le recrutement de nos propres équipes. C'est-à-dire qu'on recrute pour nos clients, mais on recrute également pour nous, en interne, des commerciaux qui prospectent pour le compte d'Atmada, mais aussi des commerciaux qui prospectent pour le compte de nos clients. Et donc, le premier accent, c'est de mettre l'emphase sur les commerciaux en tant que tels et en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'on va plus se porter sur la personne qui va savoir être plutôt que la personne qui sait faire tout de suite. Oui, donc savoir prospecter sans avoir l'air d'un commercial, ça commence par recruter peut-être des personnes qui ne sont pas forcément issues de la vente. C'est ça. Mm. Pas forcément des personnes issues de la vente. Alors certaines sont très bonnes issues de la vente, mais juste nous, on fait rentrer les gens dans notre cycle de recrutement avec un test de personnalité. Pourquoi? Parce qu'on considère que les traits de personnalité et les soft skills vont être beaucoup plus difficiles à acquérir que les hard skills. Et la formation, tu es bien placé pour le savoir, qu'une personne qui maîtrise les soft skills, on pourra facilement l'accompagner sur les techniques et la méthodologie, si tant est qu'il a envie de l'apprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. À l'inverse, quelqu'un qui maîtrise les hard skills, mais qui ne maîtrise vraiment pas les soft skills, bah, il sera un super bon commercial, mais il paraîtra pour un commercial. Donc peut-être que 80% du temps, on ne voudra pas l'écouter. Ouais. Et comment tu mesures ça, les soft skills? T'as des outils peut-être pour... Alors ce test de personnalité, Ouais. en fait, dont je te parle, lui, il est relié à une intelligence artificielle. Ok. Cette intelligence artificielle, elle est là pour nous mettre en relation à la fois cette personne-là avec les valeurs de notre entreprise, les valeurs du poste et les prérequis attendus, mais aussi celles de nos clients. Et Ok. donc, ça vient nous donner un score. Alors, le score est purement factuel et un indicateur parmi d'autres, et surtout une analyse de 15 pages qui va nous dire en quoi la personne va s'intégrer, en quoi elle va réussir ou pas, en quoi va y avoir des points d'achoppement, que ce soit managérialement parlant, avec ses collègues, avec le client, avec les produits du client. Bref, c'est hyper détaillé et ça nous permet d'être sûr d'avoir, entre guillemets, la bonne personne entre les mains. Ouais, tu parles d'IA. Bon, je suis un peu obligé d'en parler un petit peu dans le podcast parce que c'est une question qu'on a de plus en plus sur LinkedIn. Hein. C'est dans quelle mesure vous utilisez l'IA dans vos process de vente. Ça, on voit de plus en plus des choses apparaître. Est-ce que vous l'utilisez vraiment comme un outil supplémentaire ou vous avez, je sais pas, une vision là-dessus il faut vraiment que ce soit dans nos process? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? On n'est pas hyper dogmatique, oui, pour répondre à tes questions doublement, oui, on y a réfléchi, oui, on l'utilise un peu. Ouais. On n'est pas hyper dogmatique, c'est-à-dire que on n'est pas là à se dire il faut absolument utiliser l'IA. On est comme tout le monde prospecté, sollicité, notamment par des intervenants de ce marché-là.
On est toujours à l'écoute parce qu'en effet, ça bouleverse énormément de secteurs d'activité. Je pense que ça va impacter aussi la vente et la prospection. On utilise des outils d'analyse, par exemple, des conversations. Tu vois, on a à peu près une vingtaine de commerciaux aujourd'hui Ouais. qui passent, allez, je te grossis le trait, mais 100 appels par jour. Ok. Ça- Quel outil vous utilisez? Je peux pas te le citer. Ah, ok. On en utilise 2 en plus. Ouais. Donc, on passe à peu près 2000 calls par jour. On parlait de performance. Nous, presque tous les calls sont review. C'est-à-dire Ok. que ces outils d'intelligence artificielle te permettent de dire, OK, ce call-là correspond vraiment pas à ce qu'on attend du commercial, à son script, aux mots de chaleur qui doivent être prononcés par l'un et par l'autre. On va l'écouter. Celui-là, par exemple, correspond à 90% à ce qu'on attend de lui. Donc, on va aussi l'écouter. Dans un des cas, on va extraire les mauvaises pratiques. Dans l'autre des cas, on va extraire les bonnes pratiques. Tout ce qui va être à 60-70%, entre guillemets, c'est pas qu'on considère que ça vaut pas le coup de l'écouter, mais en tout cas de manière moins prioritaire parce que le travail est bien fait, pas suffisamment pour se dire waouh, on va en extraire des bonnes pratiques pour tout le monde, et suffisamment bien pour qu'on se dise pas bah tiens, on va corriger parce qu'il y a sûrement un sujet. Et dans ta société, qui s'occupe de ça? On a 2 personnes, c'est-à-dire Ok. qu'on est 2 associés Ouais. sur cette société-là. Donc Raphaël, qui n'est pas présent aujourd'hui, lui s'occupe plutôt de la partie après-vente Atmada. Donc tout ce qui va être mise en place des missions, onboarding des clients, satisfaction, recherche de performance, fidélisation également. Et on a Anna qui a été recrutée là au tout début de l'année, qui elle a une double casquette, à la fois de satisfaction des clients et à la fois de satisfaction des commerciaux. Ok. C'est-à-dire qu'elle est là un peu comme coach et maman, de se dire, bah, OK, vous êtes là pour satisfaire les clients, petit 1. On est là pour leur montrer qu'ils ont des raisons de l'être. Et donc, c'est elle qui s'occupe de tous les KPIs, etc. Mais à l'inverse, vous, commerciaux, faites un métier qui est difficile, qui peut être parfois violent. Donc, je suis aussi là pour vous accompagner, faire en sorte que vous vous sentiez bien dans l'entreprise, bien dans votre métier et bien accompagné, tout simplement. Et ça m'intéresse de savoir quel est le nom de son poste. On n'aime pas mettre des... Non. on n'aime pas mettre des Non, parce étiquettes. que ça pourrait être un nouveau métier dans la vente, tu Ouais. vois, et ça pourrait être, je sais pas, intéressant. C'est un pour, métier de CSM / coach / happiness manager. Ok. Alors, je ne peux pas voir le mot happiness manager en Ok. peinture, mais ça explique bien l'image, en tout cas, qu'on a envie qu'elle Ouais. représente pour la boîte. Donc, ça sera un poste un peu hybride qui représenterait ces 3 postes-là, on va dire. Ouais, j'aime beaucoup. À un moment donné, dans le podcast, on parlait pas mal de sales enablement. Ça ressemble un peu à ce qu'elle fait, avec une touche, effectivement, de s'occuper des clients, alors qu'en général, les gens qui font du sales enablement s'occupent que des commerciaux. Mm. Donc, c'est intéressant. Il y a peut-être un label à créer. Peut-être, on lui proposera en tout cas. Ok. Mais oui, tu as raison, parce que finalement, un sales qui est de bonne humeur, qui est motivé, qui est convaincu, nécessairement, il sera convaincant. Ouais. À l'inverse, le sales qui vient de se faire laminer par un prospect qui l'a insulté de tous les noms qui lui a créé dessus, et quand bien même c'est un mec expérimenté ou une nana expérimentée qui fait la part des choses, qui prend du recul, qui se dit c'est pas grave, quand bien même son prochain appel, ses prochains appels seront impactés. Donc soit il est accompagné pour faire la part des choses vraiment, pour passer à autre chose pour de vrai, soit dès lors que ça arrivera, et ça arrive quasi tous les jours, tu es bien placé pour le savoir, bah sa journée elle est foutue ou presque. Donc non, on ne peut pas accepter ça pour nos clients. En tout cas, nous, on a décidé de ne pas l'accepter. Et donc, on a décidé de mettre en place tout un tas d'actions qui nous permettent de garantir la sérénité, la joie et la motivation de nos équipes, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que ça participe à limiter quelque chose qui est très compliqué dans la vente, hein, c'est le turnover des commerciaux. Tu m'en as parlé un peu en préparant l'épisode. Vous avez mis en place plusieurs choses pour essayer de limiter ce turnover qui est très important. Je vais essayer de me rappeler les stats sur le turnover, mais je crois qu'un commercial junior, en moyenne, dans une entreprise, va rester 18 mois. C'est ce qu'on a aussi comme stat. Et les seniors, ça va être 2 fois plus, mais ça reste peut-être 3-4 ans dans une entreprise. C'est très peu pour quelqu'un qui a une seniorité. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs les choses que vous mettez en place? Alors déjà, Anna, je trouve que c'est une bonne chose. Très bonne chose. Est-ce que tu as d'autres choses aussi? On a d'autres choses. Alors, Ouais. nous, il faut savoir que le turnover, c'est une des métriques qu'on regarde avec beaucoup d'attention, Ouais. à la fois parce que c'est une des super grosses opportunités de notre marché, puisqu'on vient proposer une solution au turnover que rencontrent Oui. nos clients. C'est ça. À l'inverse, c'est aussi le tonneau des Danaïdes pour nous. C'est-à-dire que si nous, on rencontre les mêmes problématiques que nos clients à ce sujet-là, bah, tu remplis un tonneau qui est troué.
Ouais. Donc, c'est le gros sujet de vigilance qu'on doit avoir. Ouais. On sait aussi que le turnover chez les commerciaux, il est présent, pas forcément parce que ils sont pas motivés ou pas valeureux ou quoi. C'est parce que c'est un métier qui est difficile. Donc, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Donc, bon, il y a Anna, dont on a parlé. Et il y a toute une série. Alors oui, on a pris la décision de ne pas partir sur un call center dans le fin fond d'une région paumée ou du fin fond d'une zone franche du 93. On est à Levallois, au pied du métro, dans des super bureaux qui ont été refaits il y a 2 ans. On paye un bras pour rien que te cacher, mais les locaux sont géniaux. On propose jusqu'à 2, 3 jours de télétravail pour les commerciaux. Et finalement, on se rend compte qu'ils n'en utilisent qu'un. Ok. Ça, c'est Un bon l'indicateur qui me signe. fait Ouais. presque le plus plaisir, tu vois. Ouais. Et ça veut dire qu'ils sont bien dans les locaux. Ça, c'est la première des choses. Entre guillemets, tu es bien là où tu es. Et c'est vrai que tu te sens presque isolé quand on est au bureau parce que le cadre fait que tu ressens ça, quoi, tout simplement. Ok. Tu as aussi tout ce qui va avec. Tu as la posture managériale qu'on peut avoir, Raphaël et moi, Anna qui a été recrutée pour, et tu as tous les petits à côté. Les petits à côté, ça va être, tu vas rigoler, mais on a, nous, une sophrologue qui vient chaque semaine pour leur apprendre à faire des exercices de respiration, pour leur apprendre à prendre du recul, à rigoler de différentes situations. Ouais. On a un coach en théâtre qui fait du stand-up normalement pour des séminaires qui est venu pour leur apprendre à dédramatiser. On a un coach de yoga qui vient chaque semaine, pareil de boxe. En gros, tu as le choix entre l'une des deux activités et tu t'inscris. Ça permet de faire un peu de sport, ça permet de se défouler un peu ou de prendre un peu de recul. C'est tous ces petits éléments-là qui changent pas grand-chose finalement, mais qui, mis bout à bout, vont permettre de lisser un peu les côtés rugueux du métier. Ouais. Et après, on a tout un esprit d'appartenance à Atmada, toute une construction de projet. On s'est rendu compte que les sales étaient hyper portés incentive. Pour la partie financière, évidemment, on ne va pas se le cacher, mais aussi parce que c'est des profils qui sont joueurs. Donc nous, on a eu énormément de gamification Ouais, en plus de tout ça. C'est-à-dire que tu as l'aspect financier attrayant, mais tu as aussi l'aspect gamification. On s'est rendu compte que des commerciaux, ils étaient peut-être plus motivés par une soirée laser game resto, pour te grossir le trait, ce qu'on a fait le mois précédent, que par 100 balles de prime. Donc, on met en place tous ces éléments-là. Il y a des incentives avec le client pour des chèques cadeaux, des petites bêtises, un dîner pour deux, un massage, un brunch au Ritz, plein de petits trucs assez impactants qui vont venir faire en sorte que ton commercial, il est plus motivé, il a plus envie de rester et donc il va mieux travailler parce que l'humain est hyper important sur de la prise de rendez-vous. Parce que si tu as envie et que tu le montres, on va plus t'écouter que si c'est l'inverse, quoi, tout simplement. Ouais. Sur la gamification, ça m'intéresse. Donc là, tu as parlé effectivement des incentives. Est-ce qu'il y a aussi des choses plutôt sur les challenges que vous mettez en place? Est-ce que vous avez réussi à... moi, je sais quand j'avais une équipe commerciale, j'essayais de faire une fois par semaine donc, du travail d'équipe. Ça pouvait être celui qui a eu le rendez-vous le plus rapide, celui qui a eu je sais pas, l'échange le plus drôle, etc. Est-ce que vous arrivez à gamifier l'expérience et pas juste l'incentive? Là, je suis en train de me demander si je raconte ce que j'ai fait hier ou pas à un public. J'ai trouvé 50 balles par terre hier. Ouais. Vrai de vrai. Et donc, je monte au bureau et j'arrive tard parce que j'étais en rendez-vous chez un client à 9h. Donc, j'arrive vers 10h30, 11h, tu vois, au bureau. Et donc, les commerciaux ont déjà appelé. Je dis, bon, qui se fait un petit café? Venez tous. Donc, il n'y avait pas tous les commerciaux hier. Je dis, voilà, vous êtes 12 ou 13 avec le télétravail. Je mets ces 50 balles sur la table. Celui qui à 18h30 a le plus de rendez-vous, il les prend. On a Léa, la com, qui est un peu la maman de tout le monde. Je dis, Léa, tu les gardes, les 50 balles. Celui qui a le plus de rendez-vous, il les prend. Alors, tu as le côté, en plus, c'est un billet, c'est pas un chèque cadeau ou quoi, qui est assez impactant. Mais c'est aussi l'imprévu. C'est-à-dire que des fois, je me lève un matin, je dis, bon, écoute, celui qui fait le plus de rendez-vous ou qui a le premier rendez-vous, parce que ça marche une tonne aussi, je lui donne un resto pour deux, lui, sa copine ou elle et son copain. Voilà, resto pour deux. La semaine prochaine, on fait ci. Si vous me faites plus que 10 000 euros de chiffre d'affaires pour telle boîte, tel jour, vous êtes tous sur cette mission-là, telle boîte, tel jour, on part tous à Budapest le mois prochain. Est-ce que ça vous paraît faire? Oui, ok, vas-y, on y va. Si on fait, et on a un jeu, par exemple, nous, c'est 1 million de chiffre d'affaires récurrent. Si on y arrive, en MRR, on part tous à New York. J'emmène toute la boîte à New York. Et
entre guillemets, si on arrive à ce million d'euros de chiffre d'affaires, factuellement et mathématiquement parlant, les commerciaux ils peuvent tous assez largement se payer un aller-retour à New York avec leurs proches. Ben non, tu vois, ils sont en mode équipe, projet, on avance, c'est le jeu, tous les jours ils en parlent, et donc ça booste nécessairement leur performance. Tandis que c'est bien, je te donne 5 000 € de prime pour X ou Y raison, ça marche, mais t'as pas ce côté ludique et souriant, entre guillemets, de la démarche. Ouais. Alors j'avais cherché des outils pour essayer de gamifier. J'en avais trouvé quelques-uns, mais un peu obscurs, de startups qui ont pas suivi. Est-ce que toi, tu as des outils ou tu utilises plutôt des outils classiques et finalement vous gamifiez de votre propre, Ouais. Ouais, propre on le structure? fait Ouais. un peu de notre propre J'ai structure. On n'a l'impression pas, que ça n'existe pas encore trop, ce genre d'outils. Ouais. je sais pas si, enfin, je sais pas comment ça pourrait fonctionner. Peut-être qu'il y a un enjeu à le faire, mais Ouais. nous, on le fait un peu à l'arrache, j'avoue, mais un peu comme on le sent, un peu de manière empirique. Si on sent que ça peut aussi nous arriver, c'est arrivé sur le mois de décembre, où on a fait un mois de novembre exceptionnel. Ouais. Là, on est en train de refaire un mois de janvier exceptionnel. Et sur décembre, on a été un peu en dessous des attentes. Et pour autant, je ressens, moi, qui, en tant que manager de ces équipes-là, qu'ils ont tout donné, qu'ils ont été méritants, mais que la fin d'année, en tout cas commercialement, elle a été dure parce que tout le monde était débordé et que personne prenait le temps de répondre. Je grossis le trait, mais c'est un peu l'idée. Et donc, que eux ont mis les bouchées doubles et eu les obligations de moyens qu'on leur a demandé, les résultats étaient moins au rendez-vous que ce qu'on attendait, mais j'ai trouvé qu'ils méritaient une récompense. Donc, on a récompensé. C'est un peu à l'arrache, mais je considère que je suis là aussi pour les motiver et faire en sorte que bah, le mois, il est fait, il est fait. Tu peux les flageller pendant 6 mois, ça changera rien et ça se trouve, c'est même injuste. Concentrons-nous sur les mois prochains pour nous développer nos ventes et surtout développer les ventes de nos clients. Ok. Alors c'est vrai que en fait notre sujet du jour c'est en fait de parler des leviers de motivation, hein, pour que le commercial n'ait pas l'impression que la prospection ce soit compliqué. Il y a un levier de motivation qui est primordial et c'est souvent celui qui pêche aussi, c'est la partie management. Est-ce que sur le management, au-delà de la gamification, il y a des choses qui sont mises en place pour la montée en compétences, peut-être, alors vous avez parlé de revue des appels, mais tu as peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous faites des mises en situation, des choses comme ça. Il y a plusieurs éléments qui sont mis en Ouais, place par plusieurs personnes différentes. ok. Pourquoi? Parce qu'on se veut deux choses. D'une, avoir des postures managériales différentes. Deux, avoir des apports techniques, on va dire, différents, des angles différents, et donc des modèles de rétribution des compétences ou de montée en compétences différentes. Donc on a les doubles appels, on a le coaching à la fois motivationnel et technique qui est assuré par Anna, on a à la fois des réunions qui sont animées par Raphaël, des formations qui sont animées par Raphaël, plutôt quotidiennement pardon, ou hebdomadairement parlant, plutôt. Et après, on a des commandos que j'anime moi sur une thématique précise tous les premiers lundis du mois. On se tape 2 heures. Alors, c'est plus ou moins un planning qui est établi à l'avance. On se fait 2 heures sur un horaire qui répond pas terrible de toute façon pour la prospection, sur une thématique identifiée à l'avance ou sur une thématique qui a émergé sur un besoin la semaine d'avant ou les semaines encore avant. On se fait 2 heures là-dessus et on se refait 2 heures de call sur Atmada. C'est-à-dire que tous les commerciaux, quand bien même ils ne seraient pas commerciaux pour Atmada, savent plus ou moins ce qu'on vend. Bon, maintenant, ils savent tous très bien ce qu'on vend et doivent réutiliser leurs compétences sur Atmada. Et donc, on est 15, 20 dans la même salle. Chacun appelle, enfin, chacun son tour, chacun appelle. Et donc, chacun est là pour corriger. Alors, on essaie de le faire avec humour et bienveillance. Bon, on reste des commerciaux, on reste un peu taquin, mais pour que bah, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ça contribue à dédramatiser beaucoup de choses et surtout à monter en compétences. Parce que nous, on a beaucoup de choses à leur apporter aux commerciaux, mais ce sont aussi eux qui font les appels tous les jours. Donc eux-mêmes ont beaucoup à s'apporter en tant que commerciaux et en tant que pairs, quoi. Ouais. Et est-ce que tu fais appel à des consultants externes? Ouais. Ouais. Sur la partie, sur quelle partie? Est-ce que tu fais appel à des coachs de vente ou c'est des consultants externes pour tes clients? On a les deux, Ouais. on a les trois même. C'est-à-dire qu'on a Ok. des formateurs. Moi, je suis un peu buté de formation et d'apprentissage.
et j'ai envie vraiment que les équipes apprennent. Tu vois, moi, dès que je lis un livre, je le ramène au bureau. Bah, celui qui veut le lire, il le lit, quoi. Ouais. Ça permet de leur apprendre des choses, enfin qu'ils auto-apprennent des choses. On a des consultants qui viennent, c'est-à-dire que chaque année, on fait une formation plutôt généraliste de vente. Là, on ne l'a pas fait sur le deuxième semestre de 2024 et on va le faire sur le premier 2025, de faire venir un coach de vente, un coach Ouais. de cold call essentiellement. Ouais. Et volontairement, on a un profil en tête. Volontairement, on veut prendre des gens qui ne nous ressemblent pas, des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, pour ouvrir un peu les chakras des commerciaux, parce que nous, on sera là tous les jours pour leur dire fais ci, fais ci, fais ci. Bon, si le mec est coach et que ça a l'air de marcher pour lui, certainement qu'il est bon aussi dans ce qu'il fait, et à coup sûr, de toute façon, il n'y a pas qu'une seule approche qui fonctionne. Donc l'idée, c'est de leur donner le plus d'armes et le plus de munitions possible pour qu'ils montent en compétences et qu'ils deviennent meilleurs. Pourquoi? Parce que moi, un commercial qui est bon, d'une, j'ai moins besoin de l'accompagner. De deux, il me garantit de reconduire les contrats de nos clients. Tu vois, nous, c'est des contrats qui sont archi courts, c'est 3 mois, Ok. à partir de 2 jours de prospection par semaine. Donc, c'est des vrais tests qu'on met en place. On n'est pas forcément rentable sur 2 jours par semaine, sur 3 mois, mais on considère qu'on va amener de la performance au client, que le client, quand il va recevoir la performance satisfait, il va prolonger sur encore 3 mois, et puis il va partir non plus sur 2 jours, mais sur 3, 4 ou 5, ou sur plus d'un seul commercial, mais 3, 4, 5. Et donc, c'est comme ça qu'on rentre. Donc, on a une vraie logique de perf sur le long terme avec nos clients, parce que je me répète, et j'adore cette punchline, personne ne travaille avec nous parce qu'on est sympa. Les gens travaillent avec nous parce qu'on bosse pour eux et qu'on leur ramène des résultats. Dès lors que tu leur ramènes plus de résultats, ils te sortent. Ouais, donc c'est, tu l'as dit, minimum 3 mois et 2 jours par semaine. Ouais. Tu factures à la journée, c'est ça, les Je clients? facture au mois, Au mois, ok. concrètement. Après, c'est modulable, hein. Oui, Du coup, ça fait 8 jours par mois de c'est prospection. ça. Et on parle plutôt 2 jours par semaine, parce que si tu condenses trop ou pas assez, le commercial perd un peu la main sur cette mission-là et ça devient problématique. Oui, c'est le même commercial durant cette Ouais, période-là. Et donc, tu as des commerciaux dans ton équipe qui vont faire plusieurs boîtes, donc j'imagine. maximum 2, ouais. Et maximum deux. Ouais. Ok, c'était une question que j'avais sur la gestion de plusieurs discours de vente, plusieurs choses à maîtriser. Donc, vous l'avez limité à deux, Ouais. à 2 boîtes. Ok, À 2 intéressant. boîtes, parce qu'on considère concrètement qu'au-delà de 2 boîtes, Ça devient compliqué. ça Ouais. devient compliqué à appréhender pour le commercial, Ok. qu'on perd en efficacité, qu'on perd donc en performance, et donc on ne fournit pas le travail optimal qu'on devrait fournir à nos clients. Et ça, c'est quelque chose en tout cas qu'on n'accepte pas. Ok. Tu m'as parlé en préparant l'épisode de gestion de l'énergie aussi. Ouais. Et donc ça participe, j'imagine, à gérer l'énergie du mental du commercial, de ne pas s'éparpiller. Et C'est vous ça. avez testé un peu, vous vous êtes dit, il faut, dès le début, on met 2 et ce ne sera pas plus. Non, au début, on a testé. Au début, on Ouais. voulait qu'une seule. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des commerciaux qui travailleraient que 2 jours. Au début, on mettait une seule, plus prospection pour Atmada. On s'est rendu compte que c'était moins efficace. Et on Ouais. s'est dit que 2, c'était le bon format. Pourquoi? Parce que 2 plus 2 jours, ça fait déjà 4 jours. Et puis qu'on a quand même plutôt des clients qui font 5 jours ou 2 jours et demi, 3 jours. Ça coupe la poire en deux. Donc en fait, on arrive à condenser l'émission et à faire en sorte que ça fasse des semaines pleines pour les commerciaux, quoi. Ok, très bien. Écoute, on est déjà à presque 40 minutes d'interview, ça passe vite. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé sur cette... on a compris, hein, pour vendre sans avoir l'air de vendre, il faut mettre en place tout ce que tu as dit, limiter le turnover des commerciaux, mettre en place des leviers de motivation surtout. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'aurait pas traités et qui te semblent importants de dire? Ouais, le ou dernier petit point Ouais. dans cette optique de pas forcément passer pour un commercial, c'est aussi l'approche qu'on va avoir. Ça peut être au Oui. téléphone ou ça peut être par écrit, que ce soit un email ou un message LinkedIn. Bon, les clients, ils en ont juste ras-le-bol Ouais. de se faire prospecter. Ils te voient venir à 2 kilomètres et on en revient à la phrase de départ, c'est si tu ressembles à un commercial ou un message commercial, tu seras ni lu ni écouté. Donc si ton principe et ton rôle, c'est d'être écouté et lu, fais en sorte qu'on ne te prenne pas pour un commercial. Ou alors, va tellement loin dans ce que ton client n'attend pas de toi, qu'il se dit, mais je suis trop curieux pour l'envoyer chier, qu'est-ce qu'il va me raconter? On a, et je pense que j'apprends rien à personne, une technique qui est arrivée des États-Unis il y a à peu près 18 mois, où les mecs te disent, écoute, moi je suis commercial,
Mais attention, je suis peut-être le meilleur des commerciaux que tu vas entendre de la journée et peut-être même de la décennie. On te parle comme ça, alors que tu sais, toi, en tant que client, que tout le monde ne veut pas se faire passer pour des commerciaux. Tu es à l'écoute. OK, qu'est-ce que tu as à me raconter? Et là, le mec, tu as son écoute. Donc, ça marche que si tu segmentes bien, si tu as un vrai problème à résoudre pour lui, nécessairement, il est à ton écoute. Donc, nécessairement, tu augmentes ton taux de rendez-vous et donc, tu augmentes ton chiffre d'affaires, puisque sur ces rendez-vous-là, tu vas en closer plus, et ainsi de suite. Ouais. Et donc, tu as cette approche en fait presque antinomique de se dire ben, on m'attend tellement pas là que j'y vais et que c'est tellement culotté que ça fonctionne. Alors ça fonctionne beaucoup moins puisque maintenant tout le monde l'utilise. Mais globalement, ça illustre bien l'idée de se dire ok, allons-y, allons-y sans réfléchir et faisons juste notre métier avec passion. Et ça passera beaucoup mieux qu'avec une voix robotique de commercial, un script appris par cœur, ou le côté 3 paragraphes avec intro, machin. Bon, ça y est, je pense que tout le monde le connaît et que ça marche beaucoup moins qu'avant. Ouais, je connaissais la technique d'appel Ouais. téléphonique où tu dis tout de suite que c'est un appel de prospection, etc. J'avais pas la version je suis le meilleur commercial que vous allez entendre. Écoutez-moi, c'est assez couillu quand même. Parce qu'il faut assurer derrière. Je suis le meilleur commercial et je suis l'appel commercial le plus utile. Ok. Ah bon, pourquoi? Parce que vous avez un problème, celui-ci, qui peut être résolu de telle manière. Donc, ça va vous faire gagner temps ou économiser temps. La preuve sociale, c'est le truc. OK, call to action, prenons rendez-vous, comme ça, on en parle un peu mieux. Ouais. Bon, sur la théorie, ça se passe super bien. Dans la pratique, c'est jamais aussi simple. Mais en tout cas, on a, nous, trouvé pendant un moment que ça marchait très bien. Ça s'essouffle un petit peu parce que, bon, déjà, les commerciaux s'essoufflent avec cette méthode. Ouais. Alors que quand c'est tout nouveau, bah, c'est super drôle, c'est hyper rigolo. Et les clients commencent à la connaître aussi. Oui, donc un autre conseil pour éviter d'avoir l'air d'être ce fameux commercial qui embête les gens, c'est de renouveler en permanence ces stratégies, ces techniques d'approche. Une question que je voulais te poser avant de passer aux questions de la fin, vous êtes que sur de l'appel téléphonique ou vous faites d'autres canaux? On a une équipe de 5 personnes à date qui va être amenée à grossir sur de la présence sur le terrain. Ah oui, donc vous faites du porte-à-porte? Du porte-à-porte, Okay. alors essentiellement en CHR et en boutique, Okay. où on se rend compte finalement qu'on a énormément de résultats à gauche, et à droite, on se rend compte qu'on enlève une énorme épine du pied de boîtes, PME ou même ETI ou start-up à aller prospecter pour eux, parce que mettre en place une équipe commerciale terrain, c'est costaud. Porte-à-porte B2B. Hein. Porte-à-porte B2B, on ne fait pas de B2C, ni au téléphone, ni sur le terrain, ni ailleurs. Donc non, B2B terrain, ça marche énormément. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus trop, ça. Ça n'existe plus trop. Ouais. Ça n'existe plus trop. Tu as beaucoup de marques en CHR qui ont misé sur l'inbound. C'est génial, mais tu commences à y avoir embouteillage. Ouais. Donc l'outbound et prendre un peu le contre-pied des habitudes, ça marche hyper bien. Donc là-dessus, on a une grosse équipe. Et sur la partie inbound, on fait aussi pas mal de MP LinkedIn et de mail. Oui. Sauf qu'on ne le fait pas avec... on le fait pas forcément avec des outils d'automatisation où tu vas envoyer le maximum de messages au maximum de monde. Non, non, on essaye de segmenter. OK, pourquoi tu aurais un besoin? Quel pourrait être ton besoin? Qui est ta clientèle cible? Et donc, on va essayer d'activer soit des leviers conversationnels, soit juste des vrais problèmes très personnalisés pour mettre le doigt là où ça fait mal très vite et générer une réponse. Et on n'est pas insistant à relancer 15 fois par mail parce que, bon, ça y est, quoi. Ouais, hyper intéressant. J'avais utilisé un outil. J'avais une équipe commerciale de commerciaux B2B et on avait testé une journée porte-à-porte de démarchage. Et j'avais trouvé un outil où tu mets un peu les différentes entreprises que tu vas prospecter et lui te fait le tracé, le tracé le plus efficace en fait pour perdre le moins de temps possible, etc. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'outil. On a ce truc-là. Bah, nous, tu as beaucoup de... Pour l'instant, l'équipe dont je te parle, elle est majoritairement en Ile-de-France. On est en train d'ouvrir une branche à Lyon et Marseille. Et je pense qu'on va ouvrir au fur et à mesure les différentes villes. Mais tu as beaucoup du coup de déplacements à pied. Et de savoir où sont les différentes boutiques, ça te fait gagner quand même pas mal de temps. Ouais, et c'est vrai qu'ici en Ile-de-France, tu peux sur un petit périmètre avoir pas mal de boîtes. Ouais. Ok, bah écoute Simon, merci beaucoup. On va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as passé beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat ou la vente que je dois éviter?
Vaste question. C'est pour que je gagne du temps. Allez, c'est quoi, je vais me faire ma pub. Ouais. Nous, on fait de l'externalisation. J'ai passé beaucoup trop de temps à internaliser les choses. Oui. C'est-à-dire que quand tu as une boîte qui tourne bien, tu te sens aussi parfois pousser des ailes. Et donc, sur ma précédente expérience, on a tout internalisé. Ouais, tu voulais tout faire. Je voulais tout faire. Pourquoi? Alors, c'était assez louable parce que j'avais des standards qualité que je nous imposais de satisfaction client. C'est-à-dire que on voulait être parfait pour tout, pour que, en fait, mis bout à bout, tout soit du meilleur possible et que le client soit le plus satisfait possible. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas possible. D'une, tu perds du temps. Et de deux, tu perds une énergie qui est incommensurable à ne pas te focaliser sur tes vrais domaines d'expertise qui, là, pour le coup, ne peuvent pas être délégués ou en tout cas pas bien. Oui, peut-être que toi, tu fais mieux qu'une boîte, une activité qui n'est pas stratégique pour toi. Sauf que, en fait, fais ce que tu es très fort et tu es le seul à faire et délègue le reste. Donc ça m'a fait perdre énormément de temps et surtout beaucoup d'énergie. Et c'est des choses que je ne referai plus et qui ont contribué aussi à ma réflexion d'externaliser la partie commerciale, quoi. Ouais, très intéressant. C'est vrai que quand on se lance dans l'aventure un peu entrepreneuriale, effectivement, on veut faire tout soi-même et on peut se perdre un peu et on met du temps avant de comprendre que en fait, pour telle expertise, tu as quelqu'un qu'on peut payer et puis elle fait la mission et après, ça avance, ça avance. On n'a pas besoin de tout apprendre pour Bien tout sûr. faire. Je sais pas si tu vois la pub Yonos. Oui, elle est très belle. Oui, t'as le mec, il est cuisinier, il tape pas ses couverts avec un marteau en fer. Voilà, il les achète comme tout le monde. Ouais. Pour moi, c'était la meilleure pub de l'année Ils sont dernière. très forts. Elle était excellente. Ouais. Écoute, très bien. Est-ce qu'il y a, dans le même ordre d'idée, une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard? Alors, il y a la partie externalisation, mais est-ce qu'il y a une autre prise de conscience Ouais, moi j'ai eu un cursus essentiellement vente et outbound. Ouais. J'ai toujours fait de la vente, ça m'a toujours passionné. Je viens d'un milieu où on l'a toujours un peu glorifié aussi, la vente. Et tu as ce côté, nous on fait de l'outbound pour grossir le truc. On sort les muscles, on bombe le torse et c'est super, quoi. Et pendant très longtemps, notamment sur Bureau des Goodies et Cocorico, on n'a absolument pas fait ni d'inbound ni de réseau. Ok, c'est comme si on était une bande de commerciaux enfermés dans une grotte à appeler et à envoyer des messages parce que ça marchait et dire ok, ça marche et à se conforter là-dedans. On a eu quelques concurrents qui faisaient tout l'inverse, qui faisaient que de la com, pas d'outbound et ça a marché aussi. Et tu vois, quand j'ai vendu, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais pourquoi je me priverais d'éléments qui marchent? Ok, c'est génial, j'arrive à maîtriser l'outbound, super, gardons-le, faisons un des piliers forts de Atmada. Mais à l'inverse, la com, ça a l'air de marcher. Dans un premier temps, intéressons-nous à ces éléments-là. Voyons comment ça fonctionne. Testons-le. Peut-être que ça va marcher aussi. Force est de constater que ça marche hyper bien. Et au-delà de ramener des clients par l'inbound, ça vient aussi crédibiliser l'image que tu peux avoir sur l'outbound. Donc en fait, ça vient aussi enrichir l'outbound, tout simplement. Ouais, donc en fait, la prise de conscience que tu as eue après la vente de ta boîte, c'était de mettre plus de communication dans Atmada. C'est ça, et de ne pas être dogmatique et se dire Ouais. nous, on est le service vente, la com, c'est des branleurs, ou inversement, quand tu es au service com de ta boîte, tu dis non, mais les commerciaux, c'est des bourrins. Non, juste dites, vous faites un métier qui est complémentaire, parlez les uns les autres et enrichissez-vous, quoi, tout simplement. Et justement, on a parlé de Sales Enablement au début de l'épisode, c'est ça aussi, c'est de mettre en synchronisation le marketing et la vente. Donc ça pourrait être une nouvelle mission de Anna. Quand tu veux. Écoute, merci. Est-ce qu'il y a un achat donc ça, c'est une question empruntée à Tim Ferriss, qu'il pose aussi à tous ses invités dans son podcast, la semaine de 4 heures. Un achat de moins de 100 € qui a changé ta vie? Bon, comme il ne nous écoute pas, je ne vais pas dire son bouquin. Oui, non, un carnet. Okay. Un carnet, un stylo, tu en as pour moins de 100 balles. Je peux même te rendre la monnaie si tu veux. Mais globalement, ça fait depuis 2016 que j'entreprends, donc ça va faire 9 ans. J'ai tout écrit. C'est-à-dire que j'ai toujours un carnet sur moi. Bon, là, tu regardes dans mon sac, il y en a même 3-4, je pense. Et j'écris tout. Alors, ça va de ma liste de courses de ce soir à une idée que j'ai, à un truc que j'ai essayé avec un client ou qu'un partenaire ou qu'un copain m'a dit, que je dis tiens, c'est vachement intéressant là-dessus, je pourrais le réutiliser là-dessus. À la maison, je pense que j'ai des centaines et des centaines de carnets, parce que c'est des petits carnets qui rentrent dans les poches comme ça, et je note tout. Et en fait, quand j'ai vendu Bureau des Goodies, ça m'a permis de tout relire et de me dire ok, ce jour-là, j'avais pensé ça. Et en fait, tu reconstitues a posteriori plein de puzzles
et tu extrais plein de choses qui m'ont été hyper utiles quand on a construit les formations et en interne et en externe pour justement se dire, en fait, ça, on l'a rencontré. Ça, je l'ai rencontré à ce moment-là. J'ai pas fait tilt parce que j'ai rencontré ce truc-là 2 ans plus tard. Et donc, en fait, c'est vraiment l'exemple du puzzle qui marche bien. Et ouais, j'écris tout et ça me permet d'avoir l'esprit vide quand je vais me coucher et pas d'avoir 200 000 trucs en tête. Ouais, alors moi j'ai ça aussi, mais j'ai le syndrome de ne pas me relire, tu sais. Donc j'ai plein de carnets avec plein de notes que je ne relis pas. Donc si une fois de temps en temps j'ouvre par hasard, je me dis waouh, Ouais. il y a 3 ans j'avais écrit ça. Mais toi, tu arrives à les relire quand même. Alors, je les ai pas relus pendant longtemps. Ouais, Et quand j'ai vendu, je les ai relus, je me suis dit comme con de pas les relire. ok. Et donc maintenant, je me force mensuellement à les prendre et à les ranger. C'est-à-dire que j'ai des thématiques dans des Ah, Word super. et des Excel où je range les idées, Ah où oui. elles viennent s'enrichir. Ça me permet aussi, c'est tous les dimanches que je fais ça une fois par mois. Je fais ça et ça me permet aussi de prendre un peu de recul et de hauteur et dire, OK, ça, j'ai pensé ça là-dessus, donc ça serait peut-être bien de réfléchir à ça, etc. Et bon, ça permet de pas se dire, tiens, pendant 6 mois, je relis pas et pendant un jour, je dois tout me taper. Non, c'est Ah oui, pas donc hyper tu les mets maintenant dans un Excel ou un Ouais. Word. Ah ben dans ce cas-là, tu as un achat qui peut être pas mal à faire. Peut-être serait un peu plus de 100 euros peut-être, mais c'est les carnets où en fait tu écris et tu as les notes qui s'envoient directement. Tu l'as. Je l'ai, Ok, mais non, c'est pas je bien. l'utilise pas. Ok, Je l'utilise pas parce que je ressens pas la sensation du papier. ok. Dire que j'adore écrire j'ai beaucoup de mal à écrire sur ordinateur. J'ai beaucoup de facilité à écrire sur le papier. Les idées viennent hyper bien avec la sensation, tu sais, sur la paume de la main. Ouais. Et donc, j'ai besoin d'avoir ce papier-là pour que les idées viennent. Parce que noter ton idée, c'est bien. Mais en fait, très souvent, quand tu notes ton idée, le temps que tu aies fini ta phrase, on a 3 autres qui arrivent. Et donc, tu les écris. Et c'est un cercle vertueux que je ressens moins avec l'informatique, on va Et dire. oui, non, mais c'est prouvé scientifiquement que ça a un effet sur ton cerveau, hein, en fait, d'écrire, de structurer ta pensée. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut poser problème sur les nouvelles générations où on veut tout digitaliser, mettre des ordinateurs dans la salle de classe. Et ben, l'écrit va leur manquer. Et tu peux être sûr que les patrons des GAFAM, leurs enfants ne touchent pas de tablette Ouais, ou ils l'ont dit de d'ordi. toute façon. Hein. Avant 15 ans, ils sont dans des écoles où ils écrivent sur papier à l'ancienne. Enfin, et ça permet de structurer mieux ta pensée. Ouais. Moi, les commerciaux de mon équipe qui vont en rendez-vous commercial sans carnet, sans quoi prendre de notes, je vais les frapper presque. Non, mais c'est vrai, comment tu peux pas tout retenir, c'est faux. Ni tout de suite et t'en resservir quand tu vas devoir argumenter, et encore moins dans 2 heures quand tu vas devoir faire ta propale, ou dans 2 semaines quand tu vas devoir relancer, dire attends, qu'est-ce qu'on s'était dit, ou ça n'existe pas ça, et c'est vraiment dommage. Je trouve. Alors, ils ont maintenant les outils IA qui permettent de transcrire, mais c'est vrai que le fait de noter, ça te permet toi aussi de te mémoriser un peu mieux et de structurer toutes tes idées. Quoi. Bon, écoute, très bien, on arrive à la dernière question du podcast. Donc là, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu la donnes à qui ? Je suis pas un grand fan, moi, tu vois, des grands patrons et tout ça, donc je vais pas te citer un grand patron. Je prendrai un métier qui est hyper sous-estimé, que j'ai fréquenté pas mal quand je faisais les marchés, et que je pense beaucoup gagneraient à connaître, c'est tous les camelots. Ouais. Tous les camelots qui vendent les épluches légumes sur les marchés. Alors eux, ils ont des centaines et des centaines d'histoires à te raconter. Ils ont une connaissance de l'humain qui est exceptionnelle et une approche commerciale qu'on entend très rarement et que beaucoup gagneraient à apprendre. Donc je te donnerai la carte blanche à un camelot qui nous raconterait un peu son histoire, son parcours et ses bonnes pratiques. Ouais, c'est vrai que c'est un podcast B2B, mais je me suis toujours dit que ce serait intéressant d'inviter des gens qui viennent d'univers plutôt B2C. Donc écoute, je prends l'idée, je vais me mettre en quête d'un camelot à Toulouse et on va essayer d'inviter quelqu'un. Si tu as des contacts, je suis preneur. Alors, on a essayé de les faire venir nous et c'est difficile. C'est vrai. Ouais. Ils sont dans leur bulle un peu. En fait, ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de passer 1 heure chez toi, plus la plupart sont pas forcément à Paris. Donc, bon. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, si on veut faire appel à tes services, justement pour déléguer la prospection, comment ça se passe ? Soit sur le site internet atmadagroup.fr, soit on est très présent sur LinkedIn, Simon Nabet, N-A-B-E-T. Vous m'envoyez un message et on étudiera comment on peut vous aider et si on peut vous aider, parce qu'on n'est pas forcément en mesure d'aider tout le monde et qu'on ne s'engage jamais en revanche sur une mission qu'on n'est pas sûr de cartonner, parce qu'il en va de notre réputation et de la performance de celle-ci. Quoi. Ok,
contactez Simon. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi la newsletter Les Chroniques de la Vente. C'est la version écrite du podcast. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes ventes. Simon, bonne vente à toi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut.